J'ai accouché seul pendant qu'il était avec elle. Son père l'a découvert et a détruit sa vie. Le bracelet de l'hôpital était toujours à mon poignet alors que j'étais assise dans cette pièce lambrissée d'acajou. Ma fille Emma, âgée de 4 mois, luttait pour chaque respiration dans mes bras tandis que son père, mon mari, était de l'autre côté de la ville, célébrant ses fiançailles avec son ex-petite amie. Charlie Beaumont avait quitté l'hôpital alors que notre fille était mourante, choisissant Monica Klein plutôt que notre bébé malade qui avait besoin d'une opération cardiaque à $1 demi-million. Mais ce que Charlie ne savait pas, c'est que son propre père avait surveillé, enquêté et planifié sa vengeance depuis l'au-delà. Tenez bon un instant. Laissez un commentaire pour nous faire savoir de quelle partie du monde vous regardez. Et si ce conte a captivé votre attention, appuyez sur le bouton d'abonnement maintenant, car ce que j'ai préparé pour l'épisode de demain vous époustouflera absolument. Le maillet en acajou a résonné dans le domaine de la famille Beaumont alors que l'avocat Thomas Wells s'éclaircissait la gorge. J'ai serré bébé Emma plus fort contre ma poitrine, son petit moniteur d'oxygène bipant doucement dans le silence. Autour de la grande table à manger était assise toute la famille Beaumont, à l'exception de mon mari Charlie, qui était trop occupé à planifier son avenir avec la femme qu'il avait choisie plutôt que sa fille mourante. Avant de commencer la lecture du testament de Monsieur Howard Beaumont, a annoncé Thomas, je dois mentionner qu'il y a eu un amendement final apporté il y a seulement 3 semaines, peu de temps avant la crise cardiaque inattendue de Monsieur Beaumont. Howard Beaumont Senior était décédé soudainement il y a 5 jours, et Charlie n'était toujours pas au courant de ce rassemblement. Il était censé hériter de l'Empire Beaumont Construction d'une valeur de $15 millions, construit sur 3 générations. Charlie pensait qu'il était paré pour la vie. Il n'avait aucune idée que son père avait découvert son secret le plus sombre. Thomas a ouvert le épais document juridique. Howard Beaumont était très spécifique dans ses dernières instructions. Il a dit, je cite, « Un homme qui abandonne son enfant malade pour une autre femme n'est pas digne du nom ou de la fortune Beaumont. » Monsieur Beaumont a découvert que son fils Charlie avait non seulement abandonné sa femme et sa fille gravement malades, a poursuivi Thomas, mais avait également retiré systématiquement des fonds des comptes de l'entreprise désignée pour les urgences médicales familiales. J'ai halté. Charlie volait dans le fonds d'urgence médicale de sa propre famille tout en me disant que nous ne pouvions pas nous permettre la chirurgie de notre fille. De plus, l'enquête a révélé que Charles Howard Beaumont II entretenait une liaison avec Monica Klein pendant les 10 derniers mois de grossesse de sa femme. Par conséquent, a dit Thomas, en arrivant au paragraphe crucial. Howard Beaumont a apporté les modifications suivantes à son testament. Charles Howard Beaumont II est par la présente complètement déshérité de tous les actifs familiaux. Au lieu de cela, l'intégralité du patrimoine Howard Beaumont, d'une valeur d'environ $15,2 millions, sera placée dans une fiducie irrévocable pour les soins médicaux et la future éducation d'Emma Rose Beaumont. La pièce était complètement silencieuse alors que l'ampleur de la décision d'Howard s'imposait. Il n'avait pas seulement déshérité Charlie. Il avait restructuré tout son héritage pour s'assurer qu'Emma ne manquerait jamais de rien. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Charlie. Je suis en retard à la réunion de l'avocat. J'espère que tout se passe bien. Monica et moi regardons des bagues de fiançailles cet après-midi. Charlie était sur le point de découvrir que ses choix lui avaient coûté cher. 2 ans et demi plus tôt, je pensais vivre un conte de fées. Charlie Beaumont m'avait fait perdre la tête lors de ma résidence à Moundsea, où il était venu pour un accident de construction qui lui avait laissé une fracture du poignet et ce qu'il appelait la meilleure phrase d'accroche jamais inventée. J'étais Genevieve Wells à l'époque, une infirmière pédiatrique de 28 ans issue d'une famille de classe moyenne de l'Ohio. Rien à voir avec les mondaines que Charlie fréquentait habituellement. Son monde était fait de galas de bienfaisance et de clubs de campagne, de vols en hélicoptère vers les Hamptons et d'hiver à Aspen. Mon monde était des quarts de travail de 12 heures, des remboursements de prêts étudiants et le partage des factures d'épicerie avec des colocataires. Mais Charlie me faisait me sentir comme Cendrillon. Il venait me chercher après mes quarts dans sa Porsche, m'emmenait dans des restaurants où je ne pouvais pas prononcer la moitié des plats, et me couvrait d'attention comme si j'étais la seule femme au monde. Quand il m'a demandé en mariage 6 mois plus tard avec une bague en diamant de 5 carats devant toute sa famille, j'ai cru avoir gagné à la loterie. Le mariage a été une affaire de $300 000 au domaine Beaumont avec 400 invités et une couverture dans 3 magazines de société. Pendant nos vœux, il a promis de m'aimer dans la maladie et la santé, dans la richesse et la pauvreté, à travers les défis que la vie nous apporterait. Amanda Beaumont, ma nouvelle belle-mère, est devenue la mère que j'avais toujours voulu. Mes propres parents étaient morts dans un accident de voiture quand j'étais à l'université, me laissant essentiellement seul. Amanda a comblé ce vide avec des virées shopping,
des dîners de famille et des conversations interminables sur les petits-enfants qu'elle espérait que nous lui donnerions bientôt. Howard était également accueillant, me traitant comme la fille qu'il n'avait jamais eue. Un jour, tout cela appartiendra aux enfants de Charlie, disait-il. 4 générations de Beaumont construisant le paysage urbain de New York. Pendant la première année, tout était vraiment parfait. Nous avons acheté notre maison de rêve à Westchester, un manoir colonial avec 6 chambres parce que Charlie insistait pour que nous ayons l'espace pour tous les enfants que nous aurions. La première fissure est apparue lors de la réunion de classe de Charlie à Columbia où j'ai rencontré Monica Klein pour la première fois. Elle était tout ce que je n'étais pas. Grande, blonde, issue d'une famille aisée avec un diplôme de droit de Harvard et zéro intérêt pour les enfants ou la vie domestique. L'ex de Charlie avait chuchoté Amanda. Ils ont été ensemble pendant 4 ans. Tout le monde pensait qu'ils allaient se marier, mais elle était trop axée sur sa carrière. Monica a salué Charlie par un baiser familier qui a duré un peu trop longtemps. « Tu as l'air installé », a-t-elle dit, faisant sonner ma profession comme du travail bénévole. Ce soir-là, Charlie était distant pour la première fois. Quand j'ai essayé d'initier l'intimité, il a prétendu être trop fatigué. C'était la première fois qu'il me refusait. La fissure s'est élargie lors de nos difficultés à concevoir. Après 18 mois d'essai, mon médecin a recommandé des tests. Les résultats ont montré une légère endométriose. Pas sévère, mais cela pourrait rendre la conception plus difficile. Charlie semblait presque soulagé par le retard. Peut-être que c'est l'univers qui nous dit de profiter d'être des nouveaux mariés un peu plus longtemps, avait-il dit. Mais j'avais déjà 31 ans, et attendre ne ferait que diminuer nos chances. Il a fallu des mois de persistance avant qu'il n'accepte d'essayer la FIV. Le processus a été brutal, et Charlie était physiquement présent, mais émotionnellement absent. Lorsque le premier cycle a échoué, Charlie semblait à nouveau soulagé. Peut-être que c'est l'univers qui nous dit que nous ne sommes pas prêts. Le deuxième cycle a réussi. Quand j'ai vu ces 2 lignes roses, j'ai senti mon cœur éclater de joie. La réaction de Charlie était plus mesurée. Un rapide câlin, un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Mais au fur et à mesure que ma grossesse avançait, la distance s'élargissait chaque semaine. Au 3e trimestre, il dormait dans la chambre d'amis, prétendant que mon insomnie de grossesse le tenait éveillé. À 32 semaines, nous avons appris la maladie cardiaque d'Emma. L'échographie qui aurait dû être de routine est devenue une épreuve de 3 heures lorsque les spécialistes ont confirmé ce que le docteur Martinez soupçonnait. Cette nuit-là, Charlie a passé son premier appel à Monica Klein en plus de 2 ans. Je ne le savais pas alors, mais il planifiait déjà sa stratégie de sortie. Le changement chez Charlie après que nous ayons appris la maladie cardiaque d'Emma a été comme regarder quelqu'un disparaître lentement. Le docteur Martinez avait expliqué le syndrome du cœur hypoplasique gauche avec une compassion prudente, une condition grave mais traitable nécessitant une série d'interventions chirurgicales. Votre fille aura besoin de procédures en 3 étapes, avait-elle dit. Avec des soins appropriés, les enfants atteints de HLHS peuvent vivre une vie pleine et active. J'avais tendu la main à Charlie pendant l'explication, mais sa main était molle dans la mienne. Son visage était devenu blanc, et quand le docteur Martinez a commencé à discuter des coûts du traitement, j'ai vu quelque chose dans ses yeux s'éteindre. Cette nuit-là a marqué le début de l'exode émotionnel de Charlie. Il a développé une ouïe sélective. Il hochait la tête lorsque les médecins expliquaient les procédures, mais je pouvais voir ses yeux se voiler chaque fois qu'il mentionnait des délais ou des coûts. Nous trouverons une solution, est devenue sa réponse standard à tout. Mais Charlie ne trouvait pas de solution. Il planifiait son évasion. Les appels téléphoniques ont commencé exactement 3 semaines après le diagnostic d'Emma. Charlie avait toujours été attaché à son téléphone pour le travail, mais c'était différent. Ces appels avaient lieu à des moments précis dans des espaces privés avec un secret qui semblait intime plutôt que professionnel. Il sortait pour prendre des appels, prétendant qu'il s'agissait d'affaires urgentes avec des clients. Il disparaissait pendant des heures les week-ends, disant qu'il rencontrait des investisseurs potentiels. Il se douchait immédiatement après être rentré à la maison, emportant son téléphone avec lui dans la salle de bain. J'étais enceinte de 34 semaines, épuisée et terrifiée par l'avenir d'Emma. Ma grossesse était devenue à haut risque, nécessitant une surveillance 2 fois par semaine. J'étais trop concentré sur la sécurité d'Emma pour remarquer que son père était déjà en train de décrocher. La création et la mise en vie de ce récit ont nécessité d'innombrables heures de travail dévoué. Alors, si vous aimez les histoires choquantes de la vie réelle, abonnez-vous maintenant.
Votre soutien fait vraiment toute la différence. Maintenant, poursuivons notre histoire. Le premier signe concret que quelque chose n'allait pas est survenu lors d'un rendez-vous prénatal. Le docteur Martinez a mentionné des groupes de soutien pour les parents d'enfants atteints de cardiopathie congénitale. Peut-être pourrions-nous y assister ensemble, ai-je dit avec espoir. Charlie regardait son téléphone. Désolé, quoi? Des groupes de soutien, Charlie. Pour les parents confrontés à ce que nous sommes sur le point d'affronter. Oh, d'accord. Oui, peut-être. Il n'a pas levé les yeux de son écran. Le docteur Martinez et moi avons échangé des regards. Elle avait été impressionnée par l'implication précoce de Charlie. Cet homme distrait et désintéressé n'était pas la même personne qui avait peint la chambre d'Emma lui-même. Ce soir-là, j'ai abordé directement la distance. Charlie, j'ai l'impression que tu t'éloignes de nous. Je sais que le diagnostic est effrayant, mais nous sommes ensemble dans ça, n'est-ce pas? Pendant un moment, son masque a glissé et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé. Le ressentiment. Il m'en voulait d'être enceinte d'un bébé malade. Il en voulait à Emma d'être imparfaite. Ce sont juste des complications au travail, Geneviève. Rien dont tu aies à t'inquiéter. Cette phrase est devenue sa façon de tout esquiver. Appel tardif, mot de passe de téléphone changé, lessive séparée, tout cela des complications au travail. Je n'avais pas à m'inquiéter. Le point de rupture est arrivé lors de ma fête prénatale. Amanda avait organisé un bel événement, mais Charlie avait 90 minutes de retard, prétendant qu'il était coincé dans un appel conférence crucial. Pendant l'ouverture des cadeaux, son téléphone a vibré. J'ai vu le nom à l'écran, Monica Klein. Mon cœur s'est arrêté. Pourquoi Monica texterait-elle mon mari pendant notre fête prénatale? Après le départ des invités, je l'ai confrontée. Pourquoi Monica Klein t'envoie-t-elle des messages? Le visage de Charlie a affiché des micro-expressions. Surprise, culpabilité, calcul. Avant de se résoudre à une irritation défensive. Son cabinet d'avocats représente certains promoteurs avec lesquels nous travaillons. C'est strictement professionnel. C'était un mensonge. Monica travaillait dans les fusions d'entreprises, pas dans l'immobilier. Mais j'étais enceinte de 8 mois et demi, épuisée, et terrifiée. Je n'avais pas l'énergie de me battre. 3 semaines plus tard, Emma a décidé qu'elle en avait assez. Je me suis réveillé à 2h47 du matin en travail. Les contractions étaient déjà à 4 minutes d'intervalle. Charlie, ai-je appelé, mais la chambre d'amis était vide. Son lit n'était pas fait. J'ai appelé son téléphone à plusieurs reprises tout en appelant le 911. Aucune réponse. L'ambulance est arrivée avant Charlie. J'ai donné naissance à Emma seule, à l'exception de l'équipe médicale qui s'est mise en action. Elle était belle et terrifiante, si petite, si bleue, se battant pour chaque respiration pendant qu'il la transportait aux soins intensifs néonataux. Charlie est arrivé 7 heures plus tard, sentant un parfum inconnu. Ses yeux n'étaient pas sur moi. Ils étaient sur Emma dans son incubateur. Et ce que j'ai vu n'était ni amour ni inquiétude. C'était l'horreur. Où étais-tu, ai-je murmuré. Urgence sur le site de construction. Mon téléphone est mort. Un autre mensonge. Emma passerait les 10 prochaines semaines en soins intensifs néonataux, luttant pour sa vie pendant que Charlie trouvait des excuses pour ne pas lui rendre visite car quelque part entre le diagnostic et l'accouchement, Charlie nous avait émotionnellement abandonnés toutes les deux. La première chirurgie d'Emma était prévue pour ces 8 semaines, la procédure de Norwood qui reconstruirait son cœur. J'avais passé des semaines à rechercher tout sur sa condition, à me préparer à ce que les médecins appelaient la phase la plus critique du traitement. Charlie avait promis d'être là. Je ne manquerai pas quelque chose d'aussi important. Geneviève, Emma a besoin de ses 2 parents. La nuit précédant la chirurgie, j'ai à peine dormi. Emma avait l'air si petite dans son berceau d'hôpital, connectée à des machines qui surveillaient chaque signe vital. Je murmurais des prières et des promesses sur toutes les choses que nous ferions ensemble quand elle irait mieux. Charlie est arrivé 45 minutes en retard, l'air épuisé et sentant comme s'il s'était douché avec un savon différent de celui que nous avions à la maison. « Désolé, je suis en retard », a-t-il dit, attrapant déjà son téléphone. Je n'ai pas pu dormir, alors je suis parti faire un long trajet pour me vider la tête. À 7h30, l'équipe chirurgicale est venue préparer Emma pour le transport. Le docteur Rodriguez a expliqué la procédure une dernière fois.
8 heures de chirurgie complexe pour rediriger le flux sanguin autour de son cœur sous-développé. Alors qu'ils emmenaient Emma, si petite sur cette grande civière, je me suis complètement effondré. C'est là que j'avais le plus besoin de mon mari. Charlie m'a passé un bras autour des épaules, mais cela semblait mécanique. Elle ira bien, a-t-il dit, consultant son téléphone. Charlie, peux-tu s'il te plaît ranger ça juste pendant que notre fille subit une chirurgie à cœur ouvert? Désolé, il y a juste une situation urgente qui pourrait nécessiter. Ta fille subit une reconstruction cardiaque. Son téléphone a sonné et j'ai vu son attitude changer lorsqu'il a jeté un coup d'œil à l'écran. Son visage s'est adouci, est devenu impatient. Je dois prendre ça. Il est entré dans le couloir, faisant les 100 pas en parlant. Son langage corporel était complètement différent. Animé, engagé, intime. Ce n'était pas des affaires. C'était personnel. Quand il est revenu, il faisait déjà des excuses. C'était à propos d'un permis de construire critique. Je dois aller à la mairie avant qu'il ne ferme. Si je ne m'en occupe pas personnellement, nous pourrions perdre un contrat de 3 millions de dollars. La chirurgie d'Emma prendra 8 heures. La mairie est ouverte jusqu'à 17 heures, mais il y a des réunions préliminaires, des documents à examiner. Charlie, j'ai attrapé ses mains. Notre fille bébé subit une reconstruction cardiaque. C'est le jour le plus dangereux de sa vie. S'il te plaît, ne me laisse pas seul. Quelque chose a clignoté dans ses yeux. Culpabilité, peut-être même amour. Mais ensuite son téléphone a vibré avec un SMS et je l'ai perdu à nouveau. Je serai de retour avant qu'elle ne sorte de la chirurgie, a-t-il promis, m'embrassant le front de manière superficielle. Je te jure qu'il m'a laissé seul dans la salle d'attente cardiaque. À 10h45, le docteur Rodriguez est venu avec la première mise à jour. Tout progresse parfaitement, probablement encore 4 heures. J'ai appelé Charlie. Messagerie vocale à 13h30. La reconstruction est terminée. Elle va très bien. Encore 1 heure, peut-être 90 minutes. Toujours messagerie vocale. À 15h20, le docteur Rodriguez est sorti avec le sourire pour lequel j'avais prié. Elle s'en est magnifiquement sortie, mieux que ce que nous espérions. Vous pourrez la voir dans 45 minutes. J'ai laissé un dernier message. Elle a réussi, Charlie. Emma a survécu à la chirurgie. S'il te plaît, rappelle-moi. Charlie est rentré à 18h45. 3 heures après qu'Emma soit en convalescence, sentant une nourriture de restaurant cher et le parfum de quelqu'un d'autre. Comment s'est passé le tout, a-t-il demandé, jetant un regard désinvolte au moniteur d'Emma. Elle a failli mourir aujourd'hui, et tu n'étais pas là. Mais elle va bien maintenant, n'est-ce pas? La chirurgie a fonctionné. Ce n'est pas le problème, Charlie. Alors quel est le problème? Elle est vivante. Elle est stable. Nous pouvons aller de l'avant. J'ai regardé cet étranger portant le visage de mon mari. Le problème, c'est que tu nous as abandonnés le jour le plus terrifiant de ma vie. Tu as choisi d'être ailleurs. Le visage de Charlie s'est durci. Je travaillais pour assurer notre avenir financier. Quelqu'un doit penser aux aspects pratiques de cette situation. Quelle situation? S'occuper de notre fille. Ceci, il a fait un geste dédaigneux vers l'installation de soins intensifs d'Emma, les factures médicales, les coûts de soins à long terme, les perturbations de nos vies. As-tu la moindre idée de ce que cela va nous coûter? Notre fille venait de survivre à une chirurgie vitale, et Charlie calculait son coût. C'est notre enfant, Charlie. Elle aura besoin d'une surveillance médicale constante, de multiples chirurgies, d'écoles spécialisées. Comprends-tu ce que cela signifie pour notre avenir? Sors d'ici, ai-je dit calmement. 4 jours plus tard, Charlie est revenu avec des papiers de séparation et un discours répété sur le besoin de temps à part pour régler la nouvelle réalité. Tu nous quittes. Ce n'était pas une question. Je reconnais que nous avons des perspectives différentes sur la façon de gérer la condition d'Emma. Il a laissé les papiers sur ma table de chevet et s'est dirigé vers la porte. Je l'ai appelée. Elle est toujours ta fille. Quoi qu'il arrive entre nous, elle reste ta fille. Il s'est arrêté. Je n'ai jamais voulu ce genre de complications, a-t-il dit, et il a quitté notre vie. Les moniteurs d'Emma ont continué de biper régulièrement, le son d'un cœur apprenant à battre tout seul. Son père était celui qui était brisé.
Howard Beaumont avait construit un empire de la construction en lisant correctement les gens, et il lisait son fils Charlie avec une inquiétude croissante depuis des mois. Cela a commencé par des changements subtils. Dîners familiaux manqués avec des excuses élaborées, accessoires coûteux qui n'étaient pas couverts par le salaire de Charlie, et plus révélateur encore, la façon dont le visage de Charlie se transformait chaque fois que quelqu'un mentionnait la condition d'Emma. La nuit où Charlie a signé les papiers de séparation, il s'était arrêté à la propriété de son père à Greenwich, ostensiblement pour discuter du transfert des responsabilités du projet, mais en réalité pour chercher la validation de l'abandon de sa fille malade. « Ce n'est pas durable, papa », avait dit Charlie, faisant les 100 pas dans le bureau de Howard. Les factures médicales à elles seules épuiseront nos ressources pendant des décennies. Et Geneviève, elle est complètement obsédée par les soins d'Emma. Ce n'est plus la femme que j'ai épousée. Howard, assis derrière son bureau en acajou, étudiait son fils avec attention. Elle est la mère de ta fille, Charles. Une fille qui a failli mourir il y a 10 semaines. Une fille qui nécessitera des millions en soins médicaux tout au long de sa vie. Une fille qui ne sera jamais normale, jamais indépendante, jamais l'enfant que nous avions prévu d'avoir. Les mots se sont déposés comme du poison. Howard a ressenti quelque chose de froid et de familier, une reconnaissance qu'il redoutait. « Qu'est-ce que tu es en train de me dire, mon fils ? Je dis que c'est peut-être une opportunité de faire une rupture nette avant que les choses ne se compliquent davantage. Geneviève trouvera quelqu'un d'autre qui voudra s'occuper d'élever un enfant ayant des besoins spéciaux, et je peux recommencer avec quelqu'un qui comprend mes priorités. » La voix de Howard était dangereusement calme. Tes priorités, le succès, la croissance, la construction de l'entreprise familiale sans urgence médicale constante. Papa, tu as construit cette entreprise pour la transmettre à des héritiers capables. Quel genre d'héritier Emma sera-t-elle ? Elle ne dirigera jamais Beaumont Construction. Elle sera un fardeau financier toute sa vie. À ce moment-là, Howard a vu son fils clairement, non pas le jeune homme charmant qu'il avait élevé, mais une personne froide et calculatrice qui considérait sa fille malade comme un fardeau financier. « Sors », a dit Howard doucement. Après le départ de Charlie, Howard est resté assis seul jusqu'au lever du soleil, fixant la photo d'hôpital d'Emma. Elle ressemblait exactement à Charlie nouveau-né. Même menton, mêmes yeux, même détermination, les mêmes yeux que Charlie regardait maintenant avec ressentiment. À 6 heures, Howard a passé l'appel qui allait tout changer. Colin Ambry Investigation. C'est Howard Beaumont. J'ai besoin d'une enquête approfondie sur mon fils. Je veux tout savoir. Ses finances, ses activités, avec qui il sort, tout. Une focalisation particulière, Monsieur Beaumont ? Je dois savoir qui est réellement mon fils. Le premier rapport est arrivé 2 semaines plus tard et il était dévastateur. Charlie avait systématiquement volé dans le fonds d'urgence médicale de l'entreprise, de l'argent qu'Howard avait alloué aux crises médicales familiales pour financer sa double vie avec Monica Klein. Les dossiers financiers montraient un schéma de trahison remontant à 10 mois. Dîners coûteux imputés aux dépenses de divertissement d'entreprise, mais servis uniquement à Charlie et Monica. Voyages de week-end étiquetés comme développement client, mais documentés comme escapade romantique. Un bracelet de $18 000 acheté la semaine suivant le diagnostic d'Emma, livré à l'appartement de Monica. Mais la fraude financière n'était rien comparée aux enregistrements de surveillance. Colin avait suivi Charlie jusqu'au Ritz-Carlton où il rencontrait Monica tous les mardis et jeudis pendant que Geneviève passait ses journées au chevet d'Emma. Les enregistrements étaient des conversations brutales entre 2 personnes planifiant un avenir tout en discutant avec insouciance de l'inconvénient de l'enfant malade de Charlie. Elle est complètement obsédée par ce bébé, la voix de Charlie était claire à travers le système sonore de Howard. Chaque conversation porte sur les programmes de chirurgie et les rendez-vous de thérapie. Elle ne comprend pas qu'il y a d'autres considérations. Tu ne peux pas vraiment lui en vouloir, avait répondu Monica. C'est terrifiant d'avoir un enfant avec des problèmes aussi graves, mais tu dois aussi penser à ton propre avenir. La réponse de Charlie était pire. Même si elle survit à toutes les chirurgies, Emma ne sera jamais complètement normale, et Geneviève ne sera jamais autre chose que la gardienne d'Emma. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites un partenaire qui peut se concentrer sur toi, qui peut te donner des enfants en bonne santé. Les messages entre Charlie et Monica révélaient le complot complet. Remontant au diagnostic d'Emma. Les dossiers financiers montraient que Charlie avait planifié sa sortie pendant des mois, déplaçant des actifs auxquels Geneviève ne pouvait pas accéder, consultant des avocats spécialisés en divorce pendant sa grossesse. Howard a lu chaque message,
écouté chaque enregistrement, étudié chaque photographie. Au moment où il a terminé le rapport de Colin, il a compris que Charlie ne faisait pas que d'abandonner sa famille. Il espérait profiter de leur souffrance. Cette nuit-là, Howard a appelé son avocat. Thomas, je dois complètement restructurer mon testament. Je veux déshériter entièrement mon fils et laisser tout à ma petite-fille, Emma. C'est un changement extrêmement important, Howard. Êtes-vous certain? Je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit. Mon fils m'a montré exactement qui il est, et il ne mérite pas le nom ou la fortune Beaumont. Mais Emma, elle est une battante qui mérite tous les avantages que je peux lui donner. Howard protégeait enfin l'avenir d'Emma au lieu de simplement s'en inquiéter. Charlie avait révélé son caractère, et maintenant Howard allait révéler les conséquences. Cette nuit-là, Howard n'a pas pu trouver la paix. Il s'est tenu dans son bureau à 2h30 du matin, fixant une photographie enfermée dans le tiroir de son bureau, une photo qu'il n'avait pas regardée depuis 20 ans. Elle montrait une jeune femme aux yeux doux tenant un tout petit qui ressemblait remarquablement à Charlie. La femme était Sarah Chen, sa première femme, et l'enfant était leur fille, Lily. La plus grande honte de Howard n'était pas d'avoir perdu sa première famille. C'était d'avoir choisi de les abandonner. Il y a 45 ans, Howard avait été un homme différent. Ambitieux, égoïste, convaincu que construire son entreprise était plus important que de changer les couches et de raconter des histoires avant de dormir. Quand Sarah est tombée enceinte lors de leur 2e année de mariage, il s'était senti piégé. Quand Lily est née avec des retards de développement qui nécessitaient une attention constante et une thérapie coûteuse, il s'était senti plein de ressentiment, tout comme Charlie se sentait à propos d'Emma. Maintenant, les parallèles étaient dévastateurs. Sarah avait été une mère dévouée, tout comme Geneviève. Elle avait réorganisé sa vie autour des besoins de Lily, tout comme Geneviève l'avait fait pour Emma. Et Howard, 28 ans et convaincu qu'il méritait plus d'excitation qu'un enfant ayant des besoins spéciaux ne pouvait en offrir, avait commencé une liaison avec sa secrétaire, une femme sophistiquée nommée Patricia, qui considérait les enfants comme des limitations de style de vie. Pendant que Sarah passait ses journées à des rendez-vous de thérapie, Howard avait des déjeuners prolongés avec Patricia, se plaignant de la façon dont sa femme avait changé depuis le bébé, de la façon dont elle était obsédée par les problèmes de Lily. Patricia avait été le prédécesseur de Monica. Belle, sans enfant par choix, convaincue que Howard gaspillait son potentiel pour une famille qui n'appréciait pas ses ambitions. « Tu es trop jeune pour te contenter de ça », avait murmuré Patricia lors d'après-midi volés. « Sarah trouvera quelqu'un d'autre qui voudra jouer le rôle de père pour un enfant endommagé. Tu mérites une partenaire qui te fait passer en premier. » Les mots étaient presque identiques à ce que Monica disait à Charlie. Maintenant, la manipulation suivait le même playbook, 4 décennies plus tard. Howard avait quitté Sarah et Lily, âgés de 2 ans, pour Patricia en 1979, se convainquant qu'il était pratique plutôt que cruel. Il avait fourni un soutien financier généreux, mais aucune présence émotionnelle. Pas de fête d'anniversaire, pas d'histoire avant de dormir, pas de moment père-fille. Patricia lui avait offert 5 ans de dîners élégants et de vacances européennes avant de le quitter pour un gestionnaire de fonds spéculatifs qui lui offrait plus de luxe. À ce moment-là, Sarah s'était remariée avec un homme qui aimait Lily inconditionnellement et l'avait adoptée légalement. Howard avait essayé de renouer lorsque Lily avait eu 18 ans, mais elle ne voulait rien avoir à faire avec l'homme qui avait choisi la commodité plutôt que son enfance. Elle avait été polie, mais définitive. « Tu as fait ton choix quand j'avais 2 ans. J'ai fait le mien maintenant. » Lily était morte dans un accident de voiture à 22 ans, quelques mois seulement avant que Howard n'épouse Amanda et ne fonde la famille qui a donné naissance à Charlie. Il avait appris sa mort par une notice nécrologique. Son père adoptif indiquait comme son survivant, pas lui. Elle avait vécu et était morte sous le nom de Lily Chen Morrison, et Howard n'a jamais pu s'excuser. La culpabilité avait hanté chaque décision avec Charlie. Il avait été déterminé à être le père de Charlie qu'il n'avait pas réussi à être pour Lily. Présent, impliqué, solidaire. Il avait pensé qu'être meilleur équilibrerait d'une certaine manière les choses. Mais la génétique n'était pas seulement une question de couleur des yeux. C'était aussi une question de faiblesse de caractère, trop. Maintenant, en regardant Charlie se préparer à faire le même choix, Howard a réalisé qu'être un meilleur père pour Charlie n'avait pas suffi. Charlie avait hérité de sa capacité à abandonner, et aucun amour paternel ne pouvait surmonter ce défaut de caractère. Le lendemain matin, Howard a appelé Thomas avec des instructions supplémentaires. « Je veux inclure une lettre personnelle avec le testament,
quelque chose qui explique ma décision. Howard a commencé à écrire, si vous lisez cette lettre, alors je suis mort et mon testament a été exécuté. Vous savez maintenant que j'ai complètement déshérité mon fils Charles, lui laissant tout à ma petite fille Emma. Il y a 45 ans, j'ai été confronté au même choix que Charlie affronte maintenant. Ma première femme Sarah a donné naissance à notre fille Lily qui avait des besoins spéciaux nécessitant des soins constants. Au lieu de relever ce défi, j'ai choisi d'abandonner ma famille pour une autre femme qui m'a promis une vie plus facile. Je me suis convaincu que j'étais pragmatique, qu'elle serait mieux sans moi. J'ai eu tort sur tout. Sarah s'est remariée, avec un homme qui aimait Lily comme le sien. Lily a grandi en croyant que son père biologique était trop égoïste pour l'aimer. Elle avait raison. Je n'ai jamais pu faire amende honorable. Lily est morte à 22 ans, et j'ai renoncé à tout droit de me dire son parent. Charlie a démontré la même faiblesse morale que j'ai montrée il y a des décennies. Il considère sa fille malade comme un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Je ne laisserai pas ce schéma se poursuivre. Emma mérite mieux que le père avec lequel elle est née, tout comme Lily méritait mieux que le père qu'elle a choisi d'être. Emma aura les ressources nécessaires pour prospérer malgré l'abandon de son père. La fortune Beaumont sera transmise à quelqu'un qui comprend que la force vient de ce que l'on peut donner, pas de ce que l'on peut accumuler. En scellant la lettre, Howard a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de Lily. La possibilité de rédemption. Il ne pouvait pas sauver la fille qu'il avait abandonnée, mais il pouvait sauver la petite fille qui méritait mieux. Charlie avait choisi de répéter l'histoire. Howard choisissait de briser le cycle. Même si cela lui coûtait sa relation avec son fils, c'était un prix qu'il était enfin prêt à payer. Pendant qu'Emma se battait pour sa vie en soins intensifs cardiaques, Charlie construisait sa nouvelle existence. Avec Monica dans son penthouse de l'Upper East Side, son appartement était tout ce que sa maison maritale n'était pas précis, axé sur les adultes, exemple d'équipement médical et de bip constant. Tu as l'air vraiment détendu pour la première fois depuis des années, a dit Monica, versant du café de sa coûteuse machine italienne. Elle était déjà habillée pour le travail dans un tailleur Armani sur mesure. Tout dans le monde de Monica criait la sophistication, le contraire des veillées d'hôpital et des paperasses d'assurance. J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer, a admis Charlie, s'installant dans son canapé en cuir avec sa vue parfaite sur Central Park. Cette maison était suffocante. Tous ses programmes médicaux et ses rendez-vous de thérapie, le stress financier, l'atmosphère de crise perpétuelle. Monica a souri, mais quelque chose de calculatrice a vacillé dans son expression. Pour parler de l'avenir, il y a quelque chose d'important dont nous devons discuter. Qu'est-ce que c'est ? Je suis enceinte. Les mots ont frappé comme de l'eau glacée. Le visage de Charlie a traversé des expressions familières. Surprise. Calcul, panique mêlée de possibilités. 10 semaines, a poursuivi Monica, la main posée sur son ventre plat. C'est notre opportunité de tout faire correctement, d'avoir la famille que nous voulons vraiment. Ce bébé aura le meilleur de tout, Charlie. Contrairement à... Elle a laissé échapper diplomatiquement. Contrairement à Emma, a complété Charlie. La comparaison était exactement ce qu'il pensait. Cette fois, nous pouvons planifier correctement. Les meilleurs soins prénataux, les tests génétiques pour assurer un développement parfait. Un avenir sans urgence médicale qui draine nos ressources. Charlie s'est réchauffé à la vision. Un enfant en bonne santé qui hériterait de la fortune Beaumont, qui pourrait diriger l'entreprise un jour, qui ne nécessiterait pas d'intervention médicale à vie. Pendant ce temps, Howard recevait des rapports dévastateurs de Colin Ambry. Charlie avait rendu visite à Emma exactement 3 fois en 6 semaines, chaque visite durant moins de 20 minutes. Monica organisait déjà des rendez-vous avec le gynécologue le plus cher de Manhattan et postulait pour des écoles d'élite. Charlie rencontrait son avocat pour discuter de l'abandon définitif de ses droits parentaux. Colin a rapporté que le poing de Howard s'était écrasé durement sur son bureau. Pendant qu'Emma se remettait d'une chirurgie cardiaque, Charlie et Monica planifiaient leur vie parfaite avec leur bébé de remplacement parfait. Continuez à tout documenter, a ordonné Howard froidement. Quand le moment sera venu, je veux qu'il n'y ait aucun doute sur l'homme qu'il a choisi de devenir. La confrontation qui mettrait fin à la relation de Howard avec son fils pour toujours a eu lieu par un matin de novembre glacial, 10 jours avant la crise cardiaque fatale de Howard. Charlie avait demandé une réunion ostensiblement sur la transition stratégique des opérations quotidiennes. J'ai réfléchi à l'orientation de l'entreprise, a commencé Charlie, ajustant sa cravate coûteuse.
Avec tout ce qui se passe dans ma vie personnelle, peut-être que je devrais me retirer des responsabilités quotidiennes, me concentrer sur la supervision stratégique au lieu de me laisser submerger par les détails opérationnels. Howard a étudié la sincérité étudiée de son fils. Charlie veut maintenir sa position et son salaire tout en faisant un minimum de travail, libérant du temps pour sa nouvelle vie avec Monica et tes responsabilités actuelles. Edgar peut gérer la plupart de mes comptes. Je pense maintenant à la grande image, papa. L'avenir à long terme de l'héritage Beaumont. Le mot héritage a frappé Howard comme un coup physique. Son fils parlait d'héritage tout en abandonnant sa fille. Parle-moi de cet héritage futur, a dit Howard prudemment. Le visage de Charlie s'est illuminé. Monica et moi attendons un enfant. Le bébé est prévu pour fin mai. Moment idéal. D'ici là, mon divorce sera finalisé et nous pourrons recommencer. Ce bébé grandira en comprenant l'entreprise, en apprenant ce que 4 générations de Beaumont ont construit. Et Emma, l'enthousiasme a diminué. Emma a des besoins spécialisés qui nécessitent une attention dédiée. Geneviève est mieux équipée pour ses soins intensifs. J'ai parlé à mon avocat pour simplifier l'arrangement de garde. Ce que tu décris n'est pas une simplification, Charles. C'est un abandon. Ce n'est pas juste. J'essaie de faire ce qui est juste pour tout le monde, y compris pour l'entreprise. Emma ne dirigera jamais cette entreprise. Elle ne pourra jamais perpétuer l'héritage familial de manière significative. Mais ce nouveau bébé grandira capable de leadership réel. Arrête de parler de ta fille comme si c'était un investissement raté. Charlie s'est levé brusquement. Les temps ont changé, papa. La concurrence est féroce. Je ne peux pas être distrait par des obligations personnelles qui m'empêchent de me concentrer sur ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment. Le succès, la croissance, la construction de quelque chose de durable, pas l'épuisement des ressources pour des problèmes insolubles. Howard a regardé son fils, le voyant clairement. Charlie ne faisait pas que planifier l'abandon. Il en était fier. Sors, a dit Howard doucement. Tu exagères. C'est des affaires, pas personnelles. Tout dans cette affaire est personnel. Tu abandonnes ta fille et tu me demandes d'applaudir. Le visage de Charlie s'est durci. Ne t'attends pas à ce que je sacrifie mon avenir pour ton attachement sentimental à un enfant qui ne contribuera jamais de manière significative à notre héritage. Tu penses que tu as une quelconque prétention à l'héritage de cette famille. Tu penses que le nom Beaumont appartient aux lâches. Je pense qu'il appartient aux hommes qui prennent des décisions difficiles au lieu de décisions émotionnelles. Tu es trop vieux pour comprendre le leadership moderne. Après le départ de Charlie, Howard a senti quelque chose se briser dans sa poitrine. Cette nuit-là, il a eu sa première crise cardiaque grave. Une douleur thoracique intense qui l'a conduit aux urgences pendant 8 heures. Howard manquait de temps, mais il était déterminé à faire en sorte que ses derniers mouvements comptent. Les 8 derniers jours de Howard ont été consacrés à une préparation méticuleuse, comme s'il sentait que son temps était compté. Les douleurs thoraciques s'étaient aggravées depuis sa confrontation avec Charlie, mais il a refusé de laisser son cœur défaillant ralentir sa mission de sécuriser l'avenir d'Emma. Lundi, il a rencontré Thomas pour finaliser son testament. Je veux que ce document soit inattaquable, a dit Howard, signant le dernier document d'une main tremblante. Si Charlie conteste cela, il devrait comprendre qu'il détruira tout ce qu'il pense mériter. Votre état cardiaque est grave, Howard. Peut-être une réconciliation avec Charlie. L'avenir de ma petite fille vaut plus que ma durée de vie restante. Charlie m'a montré qui il a choisi de devenir. Mardi, Howard a rendu sa dernière visite à Emma à l'hôpital. Elle était enfin assez forte pour être tenue longtemps, toujours connectée à des moniteurs, mais respirant entièrement par elle-même. Alors qu'il la berçait, elle a ouvert les yeux et l'a regardé directement. Un moment de connexion pure qui lui a coupé le souffle. Elle va être extraordinaire, a-t-il dit à Geneviève. Je peux le voir dans ses yeux. Elle a la détermination des Beaumont et le cœur de sa mère. Mercredi, Howard a finalisé les arrangements commerciaux, transférant les comptes restants de Charlie et promouvant Edgar au poste de senior partner. L'entreprise a besoin d'un leadership qui comprend la loyauté. Charlie n'est pas capable de ce caractère. Jeudi a apporté une nouvelle confrontation furieuse lorsque Charlie a découvert qu'il avait été dépouillé de ses responsabilités. Tu ne peux pas me retirer de mon héritage. Je suis toujours ton fils. Tu es mon fils par génétique, Charlie,
mais l'héritage s'acquiert par le caractère, et tu m'as montré la valeur du tien. Vendredi matin, Howard a rencontré Colin Ambry une dernière fois. Maintenez la surveillance jusqu'à la lecture de mon testament. Documentez tout. Lors des procédures judiciaires, je veux qu'il n'y ait aucun doute sur les raisons de mes décisions. Le vendredi soir, le déjeuner avec Amanda a révélé son chagrin. Comment avons-nous élevé un homme qui pouvait abandonner sa fille malade? Nous lui avons tout donné ce qu'il voulait au lieu de lui apprendre ce qu'il devait comprendre sur la responsabilité. Vendredi soir, Howard a écrit des lettres personnelles à Geneviève concernant la gestion de la fiducie d'Emma, à Emma pour quand elle serait plus âgée, à Amanda expliquant ses décisions. Ses douleurs thoraciques étaient constantes, mais il a persévéré avec détermination. La grave crise cardiaque a frappé à 3h42 samedi. Amanda l'a trouvé effondré à côté de son bureau, entouré des photographies d'Emma et de lettres scellées. Il serrait encore la photo d'hôpital d'Emma. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, Howard Beaumont est décédé à 5h18, sans jamais reprendre connaissance. Ces derniers moments ont été consacrés à tenir l'image de la petite fille qu'il avait choisi de sauver, même au prix de perdre son fils à jamais. L'ironie n'a pas échappé au personnel des urgences. Un homme qui avait passé sa dernière semaine à se battre pour l'avenir de sa petite fille était mort d'un cœur littéralement brisé par la trahison de son fils. Charlie a appris la mort de son père par l'appel téléphonique d'Amanda à 6h30. Il s'est précipité au domaine, s'attendant à consoler sa belle-mère et à hériter d'un empire, seulement pour découvrir que le dernier acte de son père avait été de s'assurer que les échecs moraux de Charlie lui coûteraient tout. La lecture du testament était prévue pour mardi. Charlie avait 4 jours pour se réjouir de croire qu'il allait devenir l'un des hommes les plus riches du Connecticut. Il n'avait aucune idée que l'amour de son père pour sa petite fille malade avait déjà détruit tout son avenir. Le silence dans la salle à manger des Beaumont après que Thomas ait fini de lire la clause de déshéritage était si complet que le moniteur respiratoire d'Emma semblait anormalement fort. Charlie était assis figé sur sa chaise, son visage passant par l'incrédulité, la rage et quelque chose qui ressemblait à une panique authentique à mesure que l'ampleur de la trahison de son père s'imposait. « C'est impossible », a finalement murmuré Charlie, sa voix à peine audible. « Il doit y avoir une erreur. Papa ne le ferait pas. Il ne pourrait pas. Ça ne peut pas être légal. » « Il n'y a pas d'erreur et c'est complètement légal », a dit Thomas fermement, consultant ses notes détaillées. « Votre père était extraordinairement précis dans ses intentions. Le testament a été mis à jour il y a seulement 3 semaines avant sa mort, et chaque disposition a été soigneusement examinée et validée légalement. » Le téléphone de Charlie avait vibré pendant toute la lecture. Monica textait depuis leur pentouse, probablement se demandant pourquoi la réunion prenait autant de temps et quand ils reviendraient avec la bonne nouvelle concernant leur avenir financier nouvellement sécurisé. « C'est complètement fou », a explosé Charlie, se levant si brusquement que sa chaise s'est renversée et s'est écrasée au sol. 15 millions de dollars pour un bébé qui pourrait même ne pas survivre à sa prochaine chirurgie. Papa n'était clairement pas dans son état normal. Le chagrin de la condition d'Emma, le stress de l'entreprise. Il devait souffrir d'une diminution de ses capacités mentales. « Asseyez-vous, Charles », a dit Amanda sèchement, sa voix portant une autorité qui a fait que Charlie s'est arrêté en plein discours. « Votre père était complètement lucide lorsqu'il a pris ses décisions. Il était plus lucide qu'il ne l'a été depuis des années, en fait. Vous étiez au courant ?» Charlie a regardé sa belle-mère avec un regard de trahison absolue. « Tu savais qu'il prévoyait de me déshériter complètement. Je savais qu'il enquêtait sur ton comportement et ton caractère. Je savais qu'il avait découvert des choses sur tes choix qui l'avaient profondément déçu. Je ne connaissais pas le contenu spécifique de son testament, mais je ne suis pas du tout surprise. » Edgar Wells s'est mal à l'aise dans sa chaise, son expression morose. En tant que nouveau senior partner de l'entreprise, il gérait le retrait systématique de Charlie des comptes clés au cours du dernier mois. « Charlie, ton père avait des préoccupations légitimes et bien documentées concernant tes priorités, ton absence pendant la crise médicale d'Emma, ta demande de réduire tes responsabilités tout en conservant ta rémunération. Ma vie personnelle n'a absolument rien à voir avec mes capacités professionnelles, ni avec mes droits en tant qu'héritier. Quand ta vie personnelle implique d'abandonner ta fille malade, cela a tout à voir avec ton caractère et ton aptitude au leadership, a rétorqué Amanda avec une véhémence inhabituelle. Le caractère n'est pas quelque chose que tu peux compartimenter. Charles Thomas s'est éclairci la gorge diplomatiquement. Peut-être devrions-nous continuer la lecture. Il y a des dispositions spécifiques concernant la structure de la fiducie et les soins d'Emma que Madame Beaumont doit comprendre pleinement.
Attendez, a dit Charlie, sa formation juridique finissant par l'emporter sur son choc émotionnel. Je veux contester ce testament immédiatement. Il est évident que papa était sous la contrainte ou souffrait d'une forme d'altération mentale. Aucune personne rationnelle ne laisserait 15 millions de dollars à un bébé ayant des problèmes médicaux graves. Toute tentative de contester ce testament par un quelconque mécanisme juridique, a lu Thomas à partir de ses notes préparées, entraînera la vente immédiate de Bowen Construction et la donation de tous les bénéfices à l'unité de chirurgie cardiaque de l'hôpital pour enfants de Philadelphie. Votre père avait anticipé cette possibilité et avait prévu en conséquence. La couleur a complètement disparu du visage de Charlie. Contester le testament ne lui permettrait pas seulement de ne pas récupérer son héritage. Cela détruirait complètement l'entreprise familiale, éliminant les moyens de subsistance et l'héritage de chacun. Il ne peut légalement pas faire ça. C'est de la coercition économique, du chantage financier. C'est une disposition tout à fait légale appelée clause de non-contestation, a expliqué Thomas patiemment. Votre père voulait s'assurer que toute contestation de l'héritage d'Emma aurait un coût énorme. Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui dépendent de l'entreprise pour leur sécurité financière. Charlie a regardé désespérément autour de la pièce. Finalement, comprenant toute l'étendue de la pensée stratégique de son père. Howard ne l'avait pas seulement déshérité. Il avait rendu impossible pour Charlie de se défendre sans détruire des dizaines d'emplois et 4 générations d'héritage familial. Ce n'est pas fini, a dit Charlie, sortant son téléphone avec des mains tremblantes. J'appelle mon avocat immédiatement. Il doit y avoir un moyen légal de... Charles, la voix d'Edgar était calme, mais absolument ferme. Avant de passer des appels, vous devriez savoir que votre père a également fourni une documentation exhaustive à l'appui de sa décision. Une documentation très complète. Quel genre de documentation ? Thomas a ouvert le épais dossier qui était resté ostensiblement sur la table. Des dossiers financiers montrant le vol systématique du fonds d'urgence médicale de l'entreprise. Des photographies de surveillance et des enregistrements audio de vos activités avec Monica Klein pendant les hospitalisations et la chirurgie d'Emma. Des déclarations sous serment du personnel hospitalier concernant votre absence lors des procédures médicales critiques. Des enregistrements de messages textes et des transcriptions d'appels téléphoniques documentant la chronologie de votre relation et vos conversations. Le visage de Charlie est devenu complètement blanc. Il me faisait enquêter. Il m'espionnait. Il documentait vos choix et leurs conséquences. Amanda a corrigé froidement. Des choix qui démontraient exactement le genre de caractère qu'il avait à faire. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du moniteur respiratoire régulier d'Emma et du son de la respiration de plus en plus paniquée de Charlie. Son téléphone a de nouveau vibré. Un autre texte de Monica. Probablement pour s'enquérir de leur chronologie pour la recherche de maisons dans les Hamptons et la planification de leur avenir parfait. J'ai besoin de passer quelques appels, a murmuré Charlie, se dirigeant désespérément vers la porte. Charles, a appelé Thomas après lui. Avant de partir, il y a une disposition supplémentaire que vous devriez connaître. La lettre de votre père stipule spécifiquement que si vous tentez de contacter Emma ou Geneviève à quelque fin que ce soit, autre qu'une réconciliation sincère, sans manipulation, sans tentative d'accéder au fonds fiduciaire, sans essayer d'utiliser Emma pour faire pression sur Geneviève afin qu'elle partage ses ressources, vous recevrez une ordonnance restrictive qui a déjà été préparée et déposée auprès du tribunal. Charlie s'est arrêté, la main sur le bouton de la porte, ses épaules affaissées par la défaite. Il avait tout pensé, n'est-ce pas ? Ton père aimait Emma plus qu'il ne craignait de te perdre, a dit Geneviève doucement, parlant pour la première fois depuis le début de la lecture. Il a choisi de protéger son avenir plutôt que de préserver sa relation avec toi. Cela devrait te dire quelque chose d'important sur l'homme que tu es devenu, Charlie. Alors que Charlie quittait le domaine, ses rêves d'héritage complètement brisés. Son téléphone sonnait avec insistance. Le nom de Monica apparaissait à l'écran, probablement pour le féliciter d'être devenu l'un des hommes les plus riches du Connecticut et pour commencer à planifier leur luxueux avenir ensemble. Au lieu de cela, il était sur le point de devenir l'un des exemples les plus notoires du Connecticut sur la façon dont l'égoïsme et la lâcheté morale pouvaient coûter à un homme tout ce qui aurait dû avoir le plus d'importance. L'appel est allé à la messagerie vocale. Charlie n'avait pas la force émotionnelle d'expliquer à sa petite amie enceinte que leur projet d'école privée et de voyage culturel en Europe venait de s'évaporer complètement, remplacé par la réalité dévastatrice que l'amour de son père pour sa petite fille malade s'était avéré infiniment plus fort que toute une vie de lien père-fils.
Howard Beaumont avait remporté la guerre pour l'avenir d'Emma de manière décisive, même de l'au-delà. Et Charlie commençait seulement à comprendre à quel point il avait été complètement et systématiquement déjoué par un homme qui avait appris de ses propres terribles erreurs et avait refusé de laisser son fils les répéter. Le trajet de retour aux Penthouse de Monica fut un brouillard de rage, de panique et d'incrédulité. Les mains de Charlie tremblaient incontrôlablement alors qu'il agrippait le volant, son esprit courant à travers des scénarios impossibles où il pourrait d'une manière ou d'une autre inverser la trahison de son père. Au moment où il a atteint Manhattan, il s'était convaincu. Il devait y avoir une faille juridique, une sorte de détail technique qui pourrait lui rendre son héritage légitime. Monica l'attendait dans le salon, le champagne déjà frais, son ordinateur portable ouvert sur des annonces immobilières de luxe dans les hantons. Finalement, je commençais à m'inquiéter que cet avocat ne t'ennuie à mort avec des détails techniques. Alors, combien avons-nous exactement? J'ai trouvé le domaine le plus incroyable à East Hampton. 14 chambres, accès à une plage privée, parfait pour recevoir des clients et élever des enfants avec style. Nous n'avons rien, a dit Charlie, s'effondrant dans la chaise en cuir qui lui semblait être la liberté quelques heures plus tôt. J'ai été complètement et définitivement déshérité. Tout va à Emma. Le verre de champagne de Monica s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Qu'est-ce que tu veux dire par tout va à Emma? C'est un bébé avec de graves problèmes médicaux. Les bébés ne peuvent pas hériter et gérer des entreprises de construction. C'est détenu en fiducie jusqu'à ses 18 ans. Geneviève contrôle tout jusqu'alors. La maison, l'entreprise, les investissements, tout. 15 millions de dollars plus les profits continus de l'entreprise. Monica a posé son champagne et a commencé à faire les 100 pas, ses escarpins de créateur claquant sur le parquet avec une agitation croissante. Ok, c'est un sérieux revers, mais ce n'est pas insurmontable. Tu peux tester le testament immédiatement. Tu prouves qu'il était mentalement incompétent, sous la contrainte, n'importe quel argument juridique nécessaire. Aucun tribunal ne laissera un bébé malade hériter de 15 millions de dollars pendant que l'héritier légitime ne reçoit rien. Il ne peut légalement pas faire ça. Il l'a déjà fait. Les dispositions sont inattaquables. Mon avocat l'a confirmé cet après-midi. 3 consultations distinctes. Même conclusion à chaque fois. Le téléphone de Charlie était en train de vibrer, Monica textait, probablement pour lui demander quel était leur calendrier pour la recherche de maison et la planification de leur avenir parfait. Alors, quelles sont exactement nos options maintenant? Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Mes options sont que je trouve un nouvel emploi gagnant une fraction de ce que j'ai gagné à l'entreprise familiale. Nous annulons tous nos projets pour la maison et les améliorations de style de vie, et nous trouvons comment élever un bébé avec le salaire que je peux obtenir sans le nom Beaumont pour me soutenir. Monica l'a regardé comme s'il leur avait suggéré d'emménager dans un foyer pour sans-abri. Charlie, je ne. Ce n'est pas ce que nous avions prévu lorsque j'ai décidé de poursuivre cette grossesse. Quand j'ai fait le choix d'avoir ce bébé, c'était avec la claire compréhension que nous allions lui offrir une certaine qualité de vie. Des écoles privées d'élite, des expériences culturelles européennes, le meilleur absolu de tout. Les plans changent parfois. Nous allons trouver comment faire fonctionner les choses. Je ne veux pas trouver ça comme un couple de classe moyenne ordinaire qui se débat avec les budgets et les compromis. Je veux la vie que tu m'as promise, la vie que tu as dit que les problèmes médicaux d'Emma n'interféreraient jamais. Charlie a levé les yeux brusquement. Qu'est-ce que cela est censé signifier exactement? Le masque de petite amie compréhensive d'Émilie s'est finalement complètement décollé, révélant la femme calculatrice en dessous. Cela signifie que je ne me suis pas inscrite pour être la femme d'un employé de bureau de classe moyenne qui peine à trouver un emploi. Je me suis inscrite pour être Madame Charles Beaumont, héritière d'un empire de plusieurs millions de dollars et d'un héritage familial établi. Si ce n'est pas qui tu es maintenant, si ce n'est pas qui je suis maintenant, alors... Quoi? Tu vas me quitter aussi? Je prendrai la décision qui est la meilleure pour moi et pour l'avenir de ce bébé, tout comme tu l'as fait quand tu as décidé de quitter Emma et Geneviève. Les mots ont frappé Charlie comme une brutale agression physique. Il voyait Monica avec une clarté dévastatrice pour la première fois. Pas comme la femme sophistiquée qu'il avait sauvée de sa vie compliquée, mais comme quelqu'un qui ne voulait de lui que pour ce qu'il pouvait lui fournir financièrement et socialement, tout comme il ne voulait d'elle que parce qu'elle était plus facile que la vie compliquée qu'il avait construite avec Geneviève. Alors c'est tout. L'argent disparaît et tu disparais avec. L'expression de Monica s'est légèrement adoucie, mais ses mots sont restés impitoyablement calculés. Charlie,
sois réaliste quant à notre situation. J'ai 36 ans. J'ai une carrière juridique réussie et je porte un enfant qui mérite le meilleur avenir possible. Si tu ne peux pas assurer cet avenir sûr, alors je dois sérieusement envisager d'autres options. Comme quel type d'autres options? Comme trouver quelqu'un qui peut assurer la stabilité et le style de vie que j'attendais lorsque je suis tombée enceinte. Quelqu'un qui n'a pas détruit sa relation avec sa famille riche. Cette nuit-là, Charlie s'est assis seul dans la chambre d'amis de Monica. Elle l'avait déplacé de la suite parentale jusqu'à ce qu'il règle les choses, fixant son téléphone. 21 appels manqués de collègues qui avaient entendu parler de la lecture du testament. 5 messages vocaux de journalistes demandant des commentaires sur le déshéritage choquant et un texte d'un numéro qu'il n'a pas immédiatement reconnu. Le message texte était de Colin Ambry, l'enquêteur privé. Votre père voulait que vous sachiez que chaque choix a été documenté et chaque conséquence a été gagnée par vos propres actions. Les enregistrements de vos conversations avec Monica Klein font désormais partie du domaine public déposé auprès du tribunal de succession. Votre réputation est entièrement de votre responsabilité maintenant. Le sang de Charlie s'est refroidi. Les conversations où il avait traité Emma de fardeau et de complications, où Monica avait discuté de la commodité de la survie potentielle d'Emma lors de ses chirurgies, où ils avaient planifié leur vie parfaite pendant que sa fille se battait pour sa survie. Tout cela était maintenant un dossier public accessible à tout journaliste ou associé commercial qui voulait voir exactement quel genre d'homme Charlie Beaumont était réellement. Son téléphone a sonné immédiatement. Daniel Tobias, son avocat. Charlie, nous avons un sérieux problème. Les médias ont eu accès à certains des documents du tribunal de succession. Cela va devenir très public, et vous devez vous préparer à des dommages considérables à votre réputation dans votre vie personnelle et professionnelle. En quelques heures, l'histoire s'était répandue dans les cercles d'affaires et sociaux du Connecticut comme une traînée de poudre. L'héritier, qui a abandonné son bébé malade pour sa riche maîtresse, seulement pour tout perdre lorsque son père a découvert sa trahison. Les conversations enregistrées étaient accablantes. Les documents financiers étaient clairs. Et la cruauté calculatrice de Charlie a été mise à nu pour que chacun puisse la juger. Monica a tenu le coup exactement 4 jours de plus avant d'annoncer qu'elle réévaluait ses priorités relationnelles. Elle a gardé le Penthouse, gardé son emploi bien rémunéré, et a commencé à fréquenter discrètement Marcus Ambry, un gestionnaire de fonds spéculatifs qu'elle avait rencontré lors d'un gala de charité, le genre d'homme qui pouvait lui offrir le style de vie qu'elle exigeait sans la complication d'un scandale moral ou d'une humiliation publique. Charlie a déménagé dans un appartement studio dans le Queens, ses cartes de crédit Beaumont Construction annulées, son accès aux ressources de l'entreprise révoqué définitivement, sa réputation professionnelle détruite par la documentation méthodique des échecs de son caractère par son père. Il avait échangé une fille malade qu'il aimait inconditionnellement contre une relation saine avec une femme qui ne l'aimait que pour son argent, seulement pour découvrir que la femme qu'il avait abandonnée et celle qu'il avait choisie possédaient une intégrité infiniment plus grande qu'il n'avait jamais réussi à développer. Emma prospérait sous les soins dévoués de sa mère et la protection de son grand-père, devenant chaque jour plus forte. Monica planifiait son avenir financièrement avec quelqu'un qui pouvait se permettre ces normes coûteuses sans complications morales. Et Charlie apprenait enfin le véritable coup d'avoir abandonné les gens qu'il aimait pour qui il était en faveur de ceux qui ne se souciaient que de ce qu'il pouvait leur apporter. 16 mois plus tard, je me tenais dans la chambre de notre belle maison, la maison coloniale de Westchester que Howard nous avait laissée, regardant Emma faire ses premiers pas confiants entre son physiothérapeute et moi. À 20 mois, elle était encore petite pour son âge, mais absolument féroce dans sa détermination, exactement comme son grand-père l'avait prédit. « Allez, ma petite », les jeux encouragés, me mettant à genoux les bras tendus. « Tu peux le faire. Montre à Sarah à quel point tu es forte. » Emma a souri avec une joie pure et s'est lancée en avant, chancelante mais restant droite pendant 8 précieuses étapes avant de tomber dans mes bras avec des rires joyeux. Son rire triomphant a rempli la pièce, un son qui semblait autrefois impossible alors qu'elle était connectée à des machines de support de vie et luttait pour chaque respiration. Elle se porte absolument à merveille, a dit le docteur Sarah Rodriguez, la pédiatre développementale d'Emma, qui était devenue à la fois une conseillère médicale de confiance et une chère amie au cours de la dernière année. Sa fonction cardiaque est excellente. Ses capacités motrices progressent plus vite que prévu, et son développement cognitif est remarquable. Elle dépasse toutes les étapes que nous espérions. La fiducie créée par Howard avait assuré qu'Emma recevait les meilleurs soins médicaux possibles sans aucune contrainte financière. 3 chirurgies réussies avaient complètement réparé son défaut cardiaque. La physiothérapie intensive avait renforcé ses muscles initialement retardés,
et la généreuse allocation mensuelle signifiait que je pouvais être présente pour chaque étape importante au lieu de travailler des quarts doubles épuisants pour payer ses soins spécialisés. Amanda a frappé doucement à l'encadrement de la porte, tenant une tasse de thé et arborant le sourire doux qui était devenu son expression par défaut autour d'Emma. Elle avait emménagé dans la maison d'hôte du domaine après la mort de Howard, trouvant un nouveau but en aidant à prendre soin de sa petite fille et en me soutenant à travers les défis continus de la parentalité solo. Des nouvelles des avocats concernant la bourse d'études, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, installant Emma dans son coin-jeu avec ses blocs de bois préférés. La fondation Howard Beaumont pour les enfants atteints de cardiopathie congénitale a reçu l'approbation finale hier. Nous commencerons à accepter les candidatures le mois prochain. 30 000 $ par enfant pour les familles qui ne peuvent pas se permettre un traitement complet. C'était mon idée d'utiliser une partie de l'héritage d'Emma pour aider d'autres familles confrontées à des défis médicaux et financiers similaires. La lettre de Howard avait souligné qu'Emma grandirait en comprenant que la vraie force venait de ce que l'on pouvait donner aux autres, pas de ce que l'on pouvait accumuler pour soi-même. À 20 mois, elle apportait déjà espoir et aide pratique à des dizaines d'autres familles. Il aurait été incroyablement fier, a dit Amanda doucement, regardant Emma empiler des blocs avec une concentration intense et une détermination évidente. Tes deux petites filles. J'ai levé les yeux vers elle avec curiosité. Les deux. Les yeux d'Amanda reflétaient la tristesse mêlée à une résolution paisible. Je n'ai jamais dit à Howard ça de son vivant, mais après sa mort, j'ai engagé mon propre enquêteur pour découvrir ce qui était arrivé à Lily, sa première fille de son premier mariage. Elle avait une fille avant de mourir dans cet accident. La petite fille de Howard, la cousine d'Emma. Elle a maintenant 28 ans, travaille comme infirmière pédiatrique en cardiologie à Chicago. Mon souffle s'est coupé de surprise et d'émotion. Est-ce qu'elle sait pour Howard? Pour Emma et ce qu'il a fait? Je lui ai envoyé une lettre détaillée il y a 2 mois avec des copies du testament de Howard et de sa lettre d'explication personnelle. Elle a sorti une enveloppe de sa poche. Elle a dit qu'elle avait passé toute sa vie d'adulte à se demander si son grand-père regrettait jamais d'avoir abandonné sa mère. Le testament de Howard lui a finalement donné la réponse qu'elle cherchait. J'ai lu la lettre avec les larmes brouillant ma vision. La fille de Lily, la cousine d'Emma, avait écrit sur le pardon, sur la compréhension, sur la façon dont le choix de Howard de sauver Emma avait d'une manière ou d'une autre racheté son échec à sauver sa mère des décennies plus tôt. Elle voulait rencontrer Emma un jour, faire partie de la famille que Howard avait tant combattu pour protéger et préserver. La sonnette a retenti et Amanda est allée répondre. J'ai entendu des voix officielles dans le hall. Professionnelle, sérieuse. Un moment plus tard, elle est revenue avec Thomas Wells, qui portait une épaisse enveloppe en manille et arborait une expression inhabituellement grave. Geneviève, j'ai des nouvelles de Charlie, a-t-il dit prudemment. Ses tentatives de reconstruire sa carrière ont été complètement infructueuses. Les enregistrements et les documents financiers ont rendu impossible pour lui de trouver un emploi dans la construction ou dans des domaines connexes. Sa réputation professionnelle est essentiellement détruite. J'ai entendu dire qu'il travaillait dans une quincaillerie dans le Queens, ai-je dit calmement. C'était le cas, mais il a été licencié le mois dernier pour des problèmes d'assiduité chronique et ce que son superviseur a décrit comme des problèmes d'attitude. Il y a plus. Monica Klein a donné naissance à un fils il y a 6 semaines. Le certificat de naissance indique Marcus Ambry comme père. J'ai baissé les yeux sur Emma, qui tentait maintenant de construire une tour plus haute qu'elle avec une concentration intense. Alors Charlie a tout perdu, n'est-ce pas? Son héritage, sa carrière, sa relation, même le bébé qu'il pensait être sa seconde chance. Tout sauf la possibilité d'une véritable rédemption, a dit Thomas prudemment. Ce qui m'amène à pourquoi je suis ici aujourd'hui. Charlie a demandé une rencontre par l'intermédiaire de son avocat. Pas pour l'argent, pas pour contester le testament. Il comprend que ses batailles sont définitivement terminées. Il dit qu'il veut voir Emma pour s'excuser, pour essayer de faire amende honorable de manière significative. Amanda a fait un son de dégoût. Après 20 mois après l'avoir abandonnée alors qu'elle se battait littéralement pour sa vie. La décision vous appartient entièrement, Geneviève. Vous avez la garde légale complète, l'autorité morale absolue, et franchement, toutes les justifications pour refuser. Mais l'avocat de Charlie insiste pour que cela ne vise pas à retrouver l'accès à la fiducie d'Emma ni à inverser sa déshéritation. Il affirme que Charlie a finalement compris l'ampleur de ce qu'il a perdu par ses propres choix. J'ai regardé Emma jouer joyeusement. Cet enfant miracle qui avait survécu parce que son grand-père l'aimait plus qu'il ne craignait de perdre son fils.
Elle ne se souviendrait jamais du père qui l'avait abandonnée pendant ses moments les plus vulnérables, mais elle grandirait en sachant qu'elle était choisie, protégée et valorisée par des personnes qui comprenaient ce que signifiait vraiment l'amour inconditionnel. Qu'en penses-tu, Emma, lui ai-je demandé doucement. Maman devrait-elle donner à papa une chance de rencontrer la petite fille qui l'a abandonnée? Emma m'a regardé avec les yeux déterminés de Howard et m'a tendu l'un de ses blocs, un geste de partage innocent qui m'a fait mal au cœur d'un amour et d'une fierté accablants. Peut-être que le pardon ne consiste pas à ce que Charlie le mérite par ses actions. Peut-être qu'il s'agit pour Emma de grandir en sachant que sa mère a choisi la grâce plutôt que l'amertume, l'espoir plutôt que le ressentiment. Peut-être que la leçon la plus importante que je pouvais lui enseigner était que l'amour n'abandonne personne. Même quand les gens abandonnent l'amour. Une rencontre, ai-je dit à Thomas après un long moment de réflexion, strictement surveillée, limitée dans le temps, et avec la compréhension absolue que le bien-être émotionnel d'Emma passe avant tout dans chaque décision. Si Charlie veut vraiment faire amende honorable, il peut commencer par prouver qu'il comprend ce que requiert une paternité responsable. Alors que Thomas partait pour organiser la réunion, j'ai serré Emma dans mes bras et j'ai pensé à la lettre profonde de Howard. Il avait écrit que la plus grande vengeance était simplement d'aller de l'avant avec sa vie. Mais peut-être que la plus grande force était d'aller de l'avant avec la capacité de pardonner à ceux qui ne l'avaient pas encore mérité. Emma babillait joyeusement dans mes bras, en sécurité dans la connaissance qu'elle était aimée, protégée et valorisée par-dessus tout. Quoi qu'il arrive à la tentative de réconciliation de Charlie, elle grandirait en sachant que lorsque son grand-père a dû choisir entre le confort de son fils et sa sécurité future, il l'avait choisi sans hésitation. Et cette connaissance la rendrait plus forte que n'importe quel héritage ne pourrait jamais le faire, plus résiliente que n'importe quelle somme d'argent ne pourrait lui fournir. L'héritage Beaumont perdurait à travers une petite fille qui avait appris à se battre pour chaque respiration, entourée de personnes qui avaient appris à se battre pour elle inconditionnellement. Charlie avait tout perdu par ses choix moraux. Mais Emma avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. La compréhension que la vraie famille n'est pas définie par la génétique ou le sang, mais par le choix de rester engagé lorsque rester devient difficile. La dernière victoire de Howard n'a pas été simplement de déshériter son fils. C'était de s'assurer que sa petite fille comprendrait que l'amour ne se mesure pas à ce que l'on peut éviter lorsque la vie devient compliquée, mais à ce que l'on est prêt à endurer pour ceux qui dépendent de nous. Prêt pour la suite? Si cet épisode vous a plu, les prochains sont à ne pas manquer. Il suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement.